Écrivain mondialement connu et aussi fervent militant pour la paix, pour le dialogue interreligieux. Bonjour Marek Alter. Bonjour. C'est un nouveau livre dont on va parler qui s'appelle Le Juif et c'est un roman chez Fayard. Et c'est un roman peut-être d'ailleurs le livre le plus personnel que vous n'ayez jamais écrit. Je voudrais d'abord vous demander à vous, le militant pour la paix, face à ce monde qui est en train de se disloquer, on dit un nouvel ordre du monde où la loi du plus fort va régner. Au fond, vous vous dites par exemple ce que propose Trump d'un conseil de la paix, c'est une bonne chose pour concurrencer l'ONU ou ça signe quelque chose de pire? Ça ne va pas changer le monde, mais tout ce qu'on fait au nom de la paix, c'est bon. Parce qu'on prononce le mot paix. Il faut réhabituer les gens à entendre ce mot. C'est important, le mot. Pendant la guerre du Vietnam, on ne criait pas « Vive le Vietnam !» On criait « Paix au Vietnam !» Oui. C'est tout à fait différent. Et ça serait une paix américaine et Emmanuel Macron ne veut pas s'associer à ce Conseil de la paix. Alors, aujourd'hui, personne n'écrit « paix en Ukraine ». On dit « allez-y les Ukrainiens, mourrez ». Mourrez pourquoi? Pour la paix. Pour que leurs enfants puissent vivre en paix et dans la paix. Donc, là, le mot paix, c'est quelque chose d'important. C'est le mot qui est le plus répété dans la Bible, dans les évangiles. Hein, paix sur vous, hommes de bonne volonté, dit Jésus. Le Coran, salam, etc. Bon. Alors, qu'on fasse des choses, qu'on prenne des initiatives au nom de la paix, pourquoi pas? Je ne crois pas. Ah, oui, il y a quand même une chose, vous me faites penser. Si Trump arrive à mettre tous ces gens qui ne s'aiment pas entre eux, hein, ensemble, c'est déjà les premiers pas. Ils pourraient se parler. Oui. Là, il y a déjà Vladimir Poutine qui a été invité, Benjamin Netanyahou qui va y participer à ce Conseil de la paix, mais pas la France. Vous dites, il faut que les adversaires se mettent ensemble? Bien sûr. Il faut parler à son ennemi. C'est un principe. Ce n'est pas bien d'avoir des ennemis, mais chacun de nous a ses ennemis. Pourquoi? Dieu seul le sait. Alors, quand on a un ennemi qui vous fait du mal, vous avez deux possibilités. Ou vous les tuez, ou vous lui parlez. Et comme je ne suis pas pour tuer des gens, même s'ils sont mes ennemis, je leur parle. Oui. Alors, il y a un moment où parfois la menace de guerre est là. On va parler de l'Ukraine dans un instant, mais d'abord le Groenland. Est-ce que c'est bien d'envoyer des militaires français sur place, voire étudier une force d'interposition? Est-ce qu'il y a un risque d'engrenage avec les États-Unis? Il y a ici deux questions dans votre question. Un, s'il y a quelque chose d'injuste, il faut avoir le courage de s'opposer. Quand l'Allemagne nazie a occupé la Pologne, la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Quand la Russie a attaqué l'Ukraine, la France n'a pas déclaré la guerre à la Russie. Donc nous sommes moins bien, moins bons, moins courageux que nos grands-parents. Alors, maintenant, il faut voir un peu la situation. Groenland a refusé par 2 fois de faire partie de l'Europe. Donc, elle ne fait pas partie de l'Europe. Groenland, en 1941, a signé un accord avec l'Amérique. C'est pour ça que les Américains ont une base militaire en Groenland. Ils ont reconduit cet accord. Je ne me souviens pas quelle année Alain Bauer m'a rappelé, mais j'ai oublié la date. Bon, donc, sur le plan juridique, les Américains ont droit d'être là. Maintenant, les annexer, c'est une autre affaire. Alors, il faut faire un référendum. C'est la moindre des choses, demander à la population. Mais que la présence américaine soit là, il y a un accord, tout le monde était d'accord. Bon. Alors, que ça nous plaise ou pas à nous, bon, il y a des gens dans le monde qui ne sont pas contents parce que nous sommes en Nouvelle-Calédonie.
hein, que nous avons encore une terre en Guyane. Oui, vous vous rendez compte? ou Saint-Pierre et Miquelon. Oui. Sur le continent. Mais sur le plan juridique, nous avons droit d'y être. Parce que nous avons signé tous les accords nécessaires pour justifier notre présence. Oui, mais alors, vous dites qu'il faut parler à tout le monde. Pour oui. Macron, Macron, c'est un type spécial, il est intelligent, il est sympathique, mais il veut exister. C'est normal, quand on est chef d'État, hein, il veut exister. Alors, il aurait dû être président de l'Europe. Il le mérite, président de l'Europe. L'Europe comme une sorte de confédération des États, un peu comme la fédération des États américains ou la fédération des États en Russie, une fédération de l'Europe. Donc c'est quand même 450 millions d'individus. C'est un pouvoir économique, politique, humain, etc. Et il mérite d'être président. Or, il y a des ambitions d'autres gens qui voudraient aussi jouer un rôle. Donc, il veut s'imposer. Alors, il y avait une caricature, je crois, dans Washington Post, Groenland, sur la piste de l'aéroport, il y a un homme qui arrête tous les avions, c'est notre président. Oui. C'est extraordinaire, c'est Astérix. C'est bien. Oui, c'est parce que dit Donald Trump qui se moque du président français en disant « Emmanuel, je l'aime beaucoup, c'est mon ami, mais il n'est plus là pour très longtemps et je vais lui mettre 200% de droits de douane et il va signer. » Voilà les propos du président américain. Parce que Trump appartient déjà à une autre époque. Il ne respecte pas ce que nous avons créé, nous, en France. Un langage diplomatique, la diplomatie. Talleyrand, etc. Ça veut dire ce que nous avons inventé et qui était repris en français par le monde entier. Oui. Après, c'est devenu anglais parce que nous n'avons pas su défendre notre langue et notre culture. C'est notre faute. Et on passe à autre chose, à un autre monde. Le monde où tout se résume en quelques lignes sur les X. Sur les X, on ne peut pas faire de grands discours. Ça va vite, on est limité. Donc Trump a 150 mots à sa disposition. 150 mots, pas plus. Et ça marche. Et ça marche quand on lui demande, une journaliste demande, « Et vos rapports, Monsieur le Président, avec Vladimir Poutine ?» Qu'est-ce qu'il répond ? « Oui, Vladimir m'a déçu. » C'est tout. On a compris qu'ils ne sont pas d'accord, c'est tout. On n'a pas besoin de faire des grands discours. Le monde change. Nous rentrons dans un monde où c'est les robots qui vont parler pour nous. Sauf que les robots vont dire ce que nous, on leur dira de dire. C'est ça la différence. Ils vont seulement transformer, traduire nos désirs à un langage beaucoup plus court, plus rapide. Mais vous, Marek Alter, vous dites, et vous l'avez déjà dit sur ce plateau, il faut parler avec tout le monde, vous le répétez aujourd'hui, vous aviez même dit, il faut aller voir Vladimir Poutine sur l'Ukraine, lui dire que nous comprenons ce qu'il fait. Comment vous pouviez dire ça, et est-ce que vous le diriez encore aujourd'hui ? Oui, tout à fait, tout à fait. Je l'ai dit il y a 2 minutes. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Nous pouvons bombarder Moscou. Nous avons aussi une bombe atomique. Oui, enfin, ça serait la guerre nucléaire. Et... Voilà. Donc, on ne va pas le faire. Alors, il faut aller le voir. Et pas aller le voir pour lui donner des leçons de morale. Personne n'accepte plus les leçons de morale. Même des enfants à l'école. Quand leur professeur leur donne des leçons de morale, c'est pas bien parce que, etc., ils n'écoutent plus. Ils n'écoutent plus. Il faut donner l'exemple. Voilà, je viens vous voir, Vladimir Poutine, et si on veut donner un exemple, c'est de la littérature russe. C'est pas citer Voltaire ou Victor Hugo, etc. Il faut lire d'abord Tolstoï, les rapports entre Napoléon et Alexandre, tsar Alexandre.
entre Napoléon et le général Kutuzov. Tout est écrit dans la littérature russe. Oui, qu'est-ce qu'il faudrait dire alors aujourd'hui à Vladimir Poutine? Qu'est-ce que vous, Marek Alter, vous lui diriez si vous l'aviez en face de vous qui pourrait faire changer les choses? C'est Dostoïevski l'a dit dans Les Frères Karamazov. Il y a un frère demande à l'autre, nos voisins m'emmerdent. Qu'est-ce que j'ai fait? Et Ivan répond, il dit, tu leur dis d'abord que tu les aimes. Et après, tu leur dis qu'ils sont des fils de pute. On peut tout dire à quelqu'un à partir du moment qu'on lui dit qu'on aime. On vient à Moscou, on dit ce qui est vrai. Vous diriez ça à Vladimir Poutine? On vous aime, et ensuite vous lui diriez ce que vous venez de dire là? Tout à fait, et il vous embrassera. Moi, je les vois pas tous les jours, c'est pas mon copain, mais je les connais depuis 32 ans. Pour mon dernier anniversaire, c'était il y a 2 ans, il est venu avec un petit bouquet de fleurs, puisqu'on a fait à l'université de Moscou, où j'ai installé l'université française. Donc il a traversé la rue entre Kremlin et l'université, il m'a apporté un petit bouquet de fleurs. Bon. Moi je lui ai dit, Vladimir, la Russie est un grand pays, j'aime ce pays. J'aime la musique, Tchaïkovski, Borodine, Rimsky-Korsakov. J'adore Tolstoï, je les lis et les relis. Voilà. Mais vous ne pouvez pas faire ce que vous faites. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas digne de la Russie. Vous croyez il ne vraiment... me crache pas dessus, il ne me fait pas arrêter par les KGB, il m'écoute, il m'embrasse. Oui, mais ça change quelque chose, pardon, Marek. Est-ce qu'un homme comme Vladimir Mon Poutine, ami, on peut ça le faire change changer? rien parce que moi, je n'ai rien à donner. Mais si c'est un chef d'État qui le dit, là, il a quelque chose à donner. Si c'est Emmanuel Macron, vous dites à Emmanuel Macron que c'est ce qu'il devrait faire? Vous lui avez dit, vous l'avez rencontré, Emmanuel Macron, il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous lui avez dit ça? On n'a pas parlé de l'Ukraine. Mais, je ne sais pas, une occasion, je crois que je l'ai dit. Bon, je l'ai dit. Bon, le seul qui avait compris ça, c'est Chirac. Chirac, on est allés ensemble en Russie, c'était encore à l'époque de Brejnev, etc. Il aimait beaucoup la Russie. Et les Russes aiment comme tout le monde. Nous aimons les gens qui nous aiment. Et si on sait que c'est quelqu'un qui nous dit, une mère embrasse son fils et lui dit « ce que tu as fait, c'est pas bien ». Et les fils acceptent parce qu'on l'a embrassé avant. Oui. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut montrer qu'on est fort et qu'on a gagné contre Poutine? On ne gagne pas contre la Russie. Personne n'a jamais gagné. On ne gagnera jamais. L'Ukraine ne gagnera jamais, contre malgré Russie, les armements, malgré tout ce qui est fait. Non, parce que la Russie est un pays trop vaste, les plus vastes pays du monde, les plus vastes. Et les Russes sont patriotes avant tout. Il faut lire Solzhenitsyn. Pendant la guerre, la Grande Guerre, les nazis étaient au port de Moscou. Au goulag, les gens qui grelottaient, moins 40 en Sibérie. Quand ils ont appris que les nazis sont au port de Moscou, ils ont tous proposé d'aller combattre pour la Russie, pour la Grande Russie. Les Russes, ils peuvent vivre avec 3 pommes de terre par jour, un verre de vodka qu'ils fabriquent eux-mêmes, ce qu'on appelle les samogones. Ils peuvent vivre... on connaît, il faut relire Victor Hugo sur « il neigeait ». Hein. Pourquoi Napoléon a perdu? Parce qu'il n'a pas compris ce que c'était la Russie. Les Allemands, ils ont perdu. Genghis Khan a perdu parce qu'il n'a pas compris ce que c'était les Russes. Quand on se bat avec quelqu'un, la première chose, il faut comprendre contre qui on se bat. Oui, mais je disais, vous rencontrez régulièrement le président de la République. Vous l'avez rencontré il y a peu de temps avec votre ami l'imam Chalgoumi, un représentant de la communauté musulmane. Mais là, est-ce que vous lui avez dit, par exemple, sur un autre conflit qui vous touche, évidemment, sur Gaza,
Non, sur on n'a le pas parlé Proche-Orient. de ça, non. Est-ce que vous lui avez dit ce que vous pensez, par exemple, de la reconnaissance d'un État palestinien? Non, on Est-ce n'a que pas c'était parlé une de bonne ça. chose Ouais. de reconnaître un État palestinien dans les conditions où ça s'est fait? Alors là, vous posez une question. Moi, je l'ai écrit, je crois, je sais pas, dans les Échos, je me souviens pas où. C'était tout à fait absurde parce que l'État palestinien, sur le plan juridique, existe. Hein, c'est le partage de la Palestine en 2 États en 1948, voté par l'ONU et accepté par tout le monde. C'est les pays arabes qui n'ont pas accepté, mais Israël avait accepté. Il a signé. Puis il y avait un autre accord, celui après Oslo, quand Arafat et Rabin ont signé un accord sous l'égide de Clinton à Washington. J'étais là pour applaudir, voilà. Et c'était la même chose. Et là, ils ont même dessiné les frontières. Les frontières étaient dessinées. Bon. C'était pas respecté parce qu'il y avait Hamas derrière, hein, qui veut la destruction d'Israël. Donc il s'agissait, pour Hamas, il ne s'agit pas d'un État palestinien. Ils s'en foutent. Ils veulent qu'Israël disparaisse. Bon. Donc, venir aujourd'hui relancer une chose qui était déjà acquise, c'est absurde. C'est absurde, c'est ajouter... Ou c'est dangereux? C'est dangereux, oui, parce que ça justifie toutes les violences auxquelles on assiste aujourd'hui en France. Quand on brûlera demain des églises et les synagogues, ça viendra de ça. Parce que les gens qui les feront diront « nous faisons ça parce que nous sommes pour un État palestinien et vous ne faites rien pour l'instaurer, pour l'imposer ». Il y a une responsabilité, notamment de la montée de l'antisémitisme aujourd'hui, de la part de la classe politique? Alors, c'est pas... moi, peut-être je me trompe, même si Israël n'existait pas, l'antisémitisme sera là. C'est la haine des Juifs. J'ai dit même pas antisémitisme parce que les musulmans sont aussi sémites. La plupart d'entre eux sont des sémites. Bon. Comme les Éthiopiens sont des sémites. Bon. Donc, c'est la haine des Juifs. C'est Goethe, le grand poète allemand, qui avait dit une phrase qui m'a bouleversé quand je l'ai lu il y a des années. Les Juifs, le Juif, est le thermomètre des degrés d'humanité de l'humanité. Quand l'humanité marche bien, quand votre femme vous aime, des enfants travaillent bien à l'école, etc., vous croisez un Juif, vous lui dites bonjour, comment ça va, etc., bon Shabbat. Vous croisez un musulman, vous lui dites bonjour, c'est quand le Ramadan, etc. Mais quand ça ne marche pas, quand vos enfants travaillent mal à l'école, quand vous perdez votre travail, vous cherchez un bouc émissaire. C'est la faute à quelqu'un. C'est la faute à quelqu'un. À qui la faute? Aux Juifs. Pourquoi? Les Juifs plus que les autres minorités, parce que les Juifs, même s'ils n'est pas meilleurs que les autres, il y a des Juifs voleurs, il y a des Juifs menteurs, comme tout le monde, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon livre. Ouais. Mais pour être Juif, il faut accepter une idée simple que ce qu'il y a de plus cher de nos acquis, c'est la liberté. C'est le libre choix. Vous savez, tous les ans à Pâques, pour ceux qui ne le savent pas, la Pâques, les Seder, c'est la scène pour les chrétiens. Ça commence, il y a les plus jeunes, posent la question aux plus vieux. Quelle est la différence entre cette soirée des autres soirées? Et les plus vieux disent, nous étions des esclaves en Égypte. Les Juifs sont là, par leur présence, rappeler aux gens qu'on était des esclaves. Oui, mais qu'on ne peut plus rester d'esclaves. Mais Marek Elter, concrètement, vous, par rapport au Hamas, par exemple, qui est toujours très puissant à Gaza,
Vous dites il faut dialoguer avec le Hamas? Il faut parler, pas dialoguer. Il faut parler avec eux. Moi, je l'ai fait il y a quelques années, je crois que je vous ai raconté ici. On vous dira, d'autres vous diront, ne discute pas avec des terroristes. C'est ce que certains vous diront. Bon, les États, peut-être non, mais des individus, oui. Pour libérer les otages, on a parlé avec quelqu'un. On a parlé avec quelqu'un, avec des gens de Hamas. On a négocié. Déjà, l'idée de prendre les otages, c'est terrible. Transformer un être humain à une marchandise, c'est terrible, cette idée. Mais bon, ils l'ont fait. Il fallait libérer, il fallait sauver des vies humaines. Quand le jeune soldat israélien, Gilad Shalit, a été pris en otage par Hamas, donc son père est venu un jour, c'est Noah Shalit, chez moi, c'est il y a 15 ans, je crois, ou 20 ans, il faut vérifier. Et avec l'ambassadeur d'Israël, qui était, je crois, Dani Sheikh, et ce père, il dit, voilà, mon gouvernement a tout essayé et rien ne se passe. On m'a dit que vous pourrez peut-être. Un père normal pour son fils. Donc j'ai appelé une amie syrienne dont le père était ministre de l'Intérieur d'Assad, le méchant Assad, hein, qui est aujourd'hui à Moscou. Et j'ai dit, est-ce que tu connais Khaled Meshal, le chef de Hamas? Il dit oui, on était à l'université ensemble. On oublie, les terroristes ont aussi des enfants, ils ont fait aussi des études. Alors je dis, est-ce que tu peux prendre rendez-vous avec lui? Elle a pris rendez-vous, on a pris l'avion, on est allé, du coup, j'ai serré la main d'Assad et on est allé voir Khaled Meshal, un type plutôt sympathique. Sur sa table, il y avait 2 photos de 2 jeunes filles. Je lui ai dit, sont vos filles? Il m'a dit oui. Et du coup, il apparaît comme un papa. Hein? C'est pas seulement les tueurs. Il a 2 filles. Et il se préoccupe de leur éducation. Et il m'a dit, oui, c'est elle, qu'elle voulait être médecin, elle travaille mal. Vous pourrez peut-être m'aider, vous qui dirigez plusieurs universités. Et là, je lui dis, supposons, M. Khaled Meshal, que les Israéliens prennent en otage une de vos filles. Qu'est-ce que vous ferez? Et là, il a montré qu'il est malin. Il dit, je chercherai quelqu'un comme vous, comme intermédiaire. Et ce Gilad Shalit a été libéré une semaine plus tard. J'étais à son mariage, son père est mort, il a 2 fils, etc. Donc, pour sauver une vie, est-ce que j'ai bien fait d'aller serrer la main de quelqu'un qui donne des ordres pour tuer des innocents? Je ne sais pas. Oui. C'est une question. Mais Marek Elter, on va parler de ce livre, hein. Il s'appelle Le Juif. Vous êtes né dans le ghetto de Varsovie. Hitler, il fallait l'abattre avant la guerre. Il aurait fallu l'abattre avant la guerre. Vous diriez ça? Il fallait une intervention, même si des Allemands avaient voté pour lui. Ce qui a fait Trump avec Maduro, imaginez que les Français et les Anglais, ils seraient accaparés d'Hitler en 1936, 1937. On aurait sauvé 67 millions d'individus. Donc une intervention extérieure est parfois justifiée. Ben oui. Ben oui. Il faut se défendre contre le mal. Contre la maladie, on se défend. On va chercher des médecins, on prend des piqûres. Les Américains devraient intervenir, par exemple, en Iran aujourd'hui, pour vous? Et s'il y avait une chance d'obtenir un peu plus de liberté, oui. Moi, je pensais que les Américains interviendraient. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien. Parce que Trump a encouragé ces jeunes descendre dans la rue pour dire, comme les oraux, hein, j'arrive. Et il n'est pas arrivé. Il a dit, prenez d'assaut les institutions et il n'est pas arrivé. On va arriver. Ouais, et il n'est pas arrivé. Et on a dépassé 25 000 morts.
Bon, de toute manière, les mollahs, les régimes de mollahs va tomber. Mais nous, on ne se mobilise même pas ici. Pas assez. À quel niveau, vous diriez, Marie Calter? Au niveau politique? Mon ami, nous avons combien de mairies en France? On aurait dû demander à chaque maire de mettre un drapeau iranien avec une pancarte « Liberté pour l'Iran ». Ça aurait changé quelque chose, sincèrement? Si. Parce qu'on aurait vu ces images sur toutes les télévisions du monde. Et les Iraniens auraient vu ça aussi. Tout participe au sauvetage d'une vie. Aujourd'hui, on dit qu'on peut sauver des malades qui sont atteints de maladies très graves, rien qu'en les caressant. Il y a 1000 manières de sauver une vie humaine. Et oui. Tout vaut la peine d'utiliser tous les moyens pour sauver des vies humaines. Mais Marie Calter, vous vous êtes rendu à l'Élysée avec votre ami, donc l'imam Chalgoumi, qui représente une partie de la communauté musulmane, et vous avez demandé quelque chose de très clair au président de la République. Oui, c'est l'interdiction des frères musulmans en France. On ne peut pas en Europe, mais l'Europe n'a pas interdit, l'Amérique a interdit les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est une branche politique de l'islam, c'est pas parce qu'ils sont musulmans, mais parce qu'ils prônent la prise de pouvoir, sorte de prise de pouvoir par des sortes de mollahs sur tout notre territoire national. Oui. Ils encouragent le meurtre, ils profitent des narcotrafiquants pour gagner de l'argent. Donc vous avez dit au président de la République ça, et qu'est-ce qu'il vous a répondu? Que la France y réfléchit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont prendre une décision, j'espère. Vous pensez qu'une décision sera prise là-dessus? Et au fond, vous dites qu'il y a une montée de l'antisémitisme dans la société française. Vous dites qu'il y a urgence, là, aujourd'hui. Oui, il y a l'urgence, mais pour combattre la haine, c'est très difficile. Parce que la haine trouve toujours une cible. Si vous accumulez une haine en vous, vous ne savez pas quoi faire, vous cassez une bouteille, vous cassez un verre pour se libérer de ces surplus de haine. Bon. Alors, comment vous calmer? Comment vous calmer? C'est prendre en charge votre colère et prévenir. Donc, moi, j'étais dans les Émirats, à Abu Dhabi. Il y a plein d'étrangers. Il y a 10 fois plus d'étrangers que des gens nés dans les Émirats. Mais tout le monde respecte les mêmes règles. Tout le monde. Il n'y a pas de voleurs. Vous posez un téléphone sur la table, 1 heure après, vous revenez, le téléphone est toujours là. Parce qu'on vous suit. Oui, donc une société parce qu'il y a des sanctions. Oui. On ne peut pas obtenir quelque chose, même de l'amour, s'il n'y a pas de sanctions. Tu m'aimes? Qu'est-ce qu'il dit un jeune homme qui aime une fille? Oui. Il ne dit pas « je t'aime ». Il demande d'abord si l'autre l'aime. Mais est-ce que l'antisémitisme est assez sanctionné? Vous dites au fond... Non, il n'est pas sanctionné. Il n'est pas sanctionné parce que ça dépend des juges, et les juges sont des humains, et ils ont leurs préjugés. Mon livre... On va en parler, Marie Calter. Ça s'appelle Le Juif. Non, parce que c'est intéressant. Oui. C'est pas l'histoire d'un juif. C'est une histoire d'un bon chrétien. J'ai vécu en Picardie, dans la région d'Amiens. Jean-Baptiste Dupuy. Voilà. Donc, il y a un garçon, un Picard, Jean-David Dupuy. Son grand-père était le maire de Doulan. Doulan, où il a inauguré la première synagogue, donc il y a 100 ans. Bon. Lui, c'est un bon catholique, sauf qu'il a une petite infection sur son zizi.
on lui coupe les prépuces et voilà, circoncis. Il se retrouve entraîné à ne plus être ce qu'il était. Exactement. Alors, ses petits camarades à la maternelle, après l'école et à l'université, pour eux, c'est un juif. Et il dit, mais je ne suis pas juif, je vais à l'église, j'ai été baptisé dans la cathédrale, magnifique cathédrale d'Amiens, la plus belle cathédrale gothique du monde, mais je ne suis pas juif. Ils ont dit, si, mais tu es circoncis. Bon. Et du coup, ça devient un private joke, on dit. Ça devient comme une blague entre copains. Ah, Jean-David, le juif, etc. Finalement, à se sentir juif. C'est ça qui est incroyable. Tout doucement, on commence à les soupçonner. C'est comme Dreyfus. Il travaille au Quai d'Orsay. Il y a des dossiers qui disparaissent. On voit la couverture du livre, une sacoche qui va disparaître. Il les transporte, ces dossiers, dans une sacoche bleue. C'est une sorte, à un moment donné, de roman d'espionnage. Exactement. Mais à partir du moment où ces dossiers disparaissent, on les soupçonne, puisque c'est les seuls juifs. Comme Dreyfus, un bordereau disparaît au ministère de la Défense de l'époque de Zola, de Charles Péguy, et on soupçonne les seuls juifs qui travaillent. Et lui, toujours, il dit « je ne suis pas juif ». Mais aux yeux des autres, ça c'était l'idée de Jean-Paul Sartre. Nous sommes ce que nous sommes dans le regard de l'autre. C'est l'autre qui nous fait dire. Je vous donne un exemple, petit exemple. Je suis descendu dans le métro il y a une semaine. Moi, je ne me vois pas vieillir. Je rentre dans le métro, il y a une jeune fille, plutôt jolie, qui s'élève. Alors, je pensais qu'elle m'a reconnu, qu'elle allait me dire bonjour. Pas du tout. Elle m'a laissé sa place. Et du coup, en rentrant à la maison, je me suis regardé dans la glace. J'ai dit, mais oui, j'ai vieilli. Vous allez fêter vos 90 ans. Hein. Ce qui est incroyable, Marek Elter, ce livre est formidable, Le Juif. Il ne faut pas raconter la suite, parce que c'est vraiment incroyable. C'est un livre, à la fois un roman d'espionnage, c'est un livre sur l'identité, c'est un livre universel, mais une série Netflix qui va raconter votre vie. Alors ça, c'est inattendu. Quand même. Oui, c'est pas mal. Ils ont cherché des documents dans des archives. L'autre jour, je suis passé dans une télévision et ils m'ont montré mes premières images à la télévision. Donc, j'étais beaucoup plus jeune, avec Clara Malraux, la femme d'André Malraux, que j'avais nommée à l'époque directrice d'une revue que j'avais lancée déjà à l'époque. C'était dans les années 60, pour la paix au Proche-Orient. Une revue où collaboraient ensemble Palestiniens, Israéliens, des écrivains connus, Mahmoud Darwish, Amos Oz, etc. Et je me suis revu. Alors, il y a des choses qui restent. Hein. J'ai fait comme ça avec les cheveux, etc. Mais j'étais vraiment comme un idiot regardant un passé pas si lointain à la fin. Mais quelle vie, Marek Elter, série Netflix, je le disais, de cet enfant né dans le ghetto, qui croit toujours à la paix. Moi, je suis frappé en vous entendant. Vous croyez toujours en l'homme, en l'humanité, au dialogue. C'est ça il faut de la force pour ça. Non, il faut aimer l'homme. Brigitte Bardot aimait les animaux. Moi, j'aime les hommes. Chacun son truc. J'aime les êtres vivants, ces êtres, les seuls d'ailleurs, à ma connaissance, qui utilisent les mots pour communiquer. Ils ont inventé un langage. Rabelais, dans Pantagruel, il a toute une page là-dessus, l'importance des langages, qui d'après lui, il circule. Les mots qu'on dit ne disparaissent jamais, circulent. Et on peut les rattraper, dit Pantagruel. C'est très drôle. Bon. Donc, c'est pour ça qu'on est responsable pour ce qu'on dit aussi. Parfois, on fait une blague sur un musulman, sur un noir, etc. Et on ne se rend pas compte que les mots tuent aussi. Les mots tuent. C'est-à-dire que quand un Israélien extrémiste tue mon ami
Yitzhak Rabin, parce qu'il a signé la paix avec Arafat, il était formaté par des mots prononcés par d'autres. Tous les assassins sont préparés par des mots. Ce n'est pas qu'un matin, quelqu'un se lève, il prend son couteau, il dit « Bon, qui est-ce que je vais tuer ?» Non, non, il est préparé. Donc, il faut contrôler, c'est contrôler, rappeler à l'ordre ses amis, l'entourage, et puisqu'on est à la télévision comme vous, rappeler aussi à l'ordre ceux qui vous regardent. C'est important, les mots. Merci. Marek Alter, ça s'appelle Le Juif. C'est le nouveau roman événement de Marek Alter chez Fayard. Je disais un de ses plus beaux et certainement son plus personnel. Merci beaucoup, Marek Alter, d'avoir été Merci à vous.